était une fois une villa belle rose, toute simple, avec ses murs gris et blancs et son balcon par devant. Ainsi commence à Brunoy l'histoire de l'Institut Saint-Pierre le 15 octobre 1927. C'est la première rentrée. Les 5 sœurs fondatrices y accueillent les 9 premières pensionnaires. Qui sont ces fondatrices? 5 sœurs de la congrégation Notre-Dame, chanoinesse de Saint-Augustin, habitant rue de Prague à Paris 12e. Elles animent depuis 1908 l'Institut Saint-Pierre-Fourier. Elles venaient de Belgique, où elles s'étaient réfugiées à la suite de la loi française de 1904 interdisant l'enseignement aux congrégations religieuses. Elles avaient dû quitter leur monastère de Saint-Pierre-Église dans la Manche. La responsable du groupe des fondatrices se nomme Mademoiselle Victorine Lecronier, sœur Marie-Joseph. Pour garder sa vie d'enseignante, elle adopte la tenue séculière en 1908. Le 4 octobre 1928, 50 élèves sont accueillis dans les locaux en cours de finition, l'aile de la chapelle prolongeant la villa Belle-Rose. Le 25 avril 1928, Monseigneur Roland Gosselin procède à la bénédiction de la nouvelle chapelle. La même année sort de terre à Hyères, au lieu-dit le Chemin Vert, aujourd'hui Claude Monet, les classes primaires de l'école Notre-Dame, pour accueillir les enfants mal lotis du plateau, vaste lotissement entre forêt de Sénart et parc de l'Institut. Quelques mois auparavant, venait de s'ouvrir une salle de patronage. En février 1930, le vicaire général de Versailles autorise, par lettre, Mademoiselle Lecronier à diriger ce patronage. Ces 2 créations marquent le point de départ des œuvres populaires et paroissiales du lotissement auxquelles les sœurs ont participé leurs pensionnaires et leurs familles de Paris comme de Brunoy. En octobre 1929, M. l'abbé Faucheur, missionnaire diocésain dont la santé exige l'air de la campagne, arrive à l'Institut comme aumônier. Il prend en charge l'animation spirituelle de tout l'ensemble du lotissement, école et famille, posant ainsi les fondements de la future communauté paroissiale de Saint-Pierre-Fourier. L'année 1920-1930 s'achève. Les bâtiments se révèlent malgré tout trop petits et pressante devient la nécessité de s'agrandir. La Florida, propriété voisine, est à vendre, mais le prix est trop élevé. Le temps passe. Lorsqu'à la fin de l'été, une proposition raisonnable est faite. L'affaire est conclue et l'acte de vente signé le 29 septembre 1930, 3 jours avant la rentrée. Dès le lendemain, une large brèche est pratiquée dans le mur séparant les 2 propriétés. En quelques jours, la superbe villa qui n'a rien de local scolaire se trouve prête à recevoir ses hôtes, les étrangères et les petites pensionnaires. La cuisine y est transférée et la salle de billard devient le réfectoire de toutes les élèves. En cette rentrée 1931, Brunoy est installé, comme l'a voulu la fondatrice, et désormais une période de calme prospérité commence et va durer jusqu'aux veilles de la Seconde Guerre mondiale. Le travail occupe la première place dans l'emploi du temps du grand pensionnat, qui comprend les classes secondaires depuis la 5e jusqu'à la classe de philosophie. La Florida loge le petit pensionnat, les 6e et les primaires. La majorité des élèves est pensionnaire avec une sortie générale une fois par mois. Les études sont sanctionnées par les notes de quinzaine, données solennellement dans la grande étude où tous les élèves sont rassemblés en uniforme et gants blancs. Culture et détente sont aussi bien présentes comme aux soirées des dimanches. De non-sorties lors des fêtes religieuses, fêtes de la mère supérieure, de la mère préfète, surtout la mi-carême et enfin la journée missionnaire annuelle en lien avec la fondation au Vietnam. Des séances mémorables ont lieu sur la scène de la grande salle de patronage. La chapelle, centre de la communauté paroissiale. Celle-ci continue de se former. Depuis 1935, Monsieur l'abbé Camus, vicaire de Saint-Médard de Brunoy, a pris la relève de l'abbé Faucheur. 3 messes dominicales ont lieu dans la chapelle de l'Institut, où se célèbrent également baptême, première communion et confirmation. L'école Notre-Dame possède maintenant un cours complémentaire qui prépare au brevet. Août 1939. Derrière la chapelle, le second nouveau bâtiment sort de terre. La déclaration de guerre du 1er septembre déclenche ici, comme ailleurs, une peur panique de l'ennemi. Invasion, attaque aérienne.
Aussi, du jour au lendemain, les élèves et les jeunes religieuses sont-elles envoyées à Verneuil ou croit-on la fuite vers la Normandie sera plus facile? Les bâtiments principaux sont réquisitionnés en vue d'un hôpital militaire dont plusieurs sœurs sont priées d'assurer certains services. La rentrée se fait cependant avec 94 élèves. Des garçons font partie de l'effectif. Les classes ont lieu dans des locaux laissés libres par l'hôpital, garages, locaux en construction. L'hiver 39-40, extrêmement rude, se passe ainsi dans ces locaux de fortune peu chauffés. En mai 1940, la drôle de guerre prend fin avec l'invasion de la Belgique. Les élèves s'en vont, les unes après les autres, sauf un groupe de 17 qui partiront le 31 mai avec quelques sœurs au Plesselin en Bretagne. C'est l'exode. La communauté est scindée en 3 groupes qui vivront des péripéties variées. Brunois est retrouvé le 17 juillet. L'hôpital est parti, laissant les locaux dans un état de désordre et de malpropreté inexprimable. On se met au travail et la rentrée des classes a lieu le 17 septembre 1940 avec 118 élèves. La vie reprend pour 4 ans de guerre et d'occupation. Le rythme des jours s'est rétabli. Travail, fêtes, séances, avec la note d'austérité et d'insécurité qui convient à la situation. La construction du nouveau bâtiment se poursuit de temps en temps lorsqu'on peut disposer de quelques briques et d'un sac de ciment. Au fur et à mesure, les locaux achevés, ou presque, sont aménagés en dortoirs, réfectoires, cuisine. 2 créations d'avenir naissent en cette sombre période, point de départ de l'enseignement technique et professionnel à Saint-Pierre. 1er avril 1941, ouverture du centre de couture Lyotet par Mère Marie-Madeleine, Guingamp, dans les locaux du patronage, pour une trentaine de jeunes filles en vue de la préparation du CAP de couture floue. Formation pour les maisons parisiennes de haute couture, la première promotion sera en 1944. Octobre 1941. À l'initiative de Mère Thérèse, création du centre social ménager rural. Son cadre, le chalet et la ferme peuplée d'un cheptel varié, renouvelé par des parents d'élèves agriculteurs, réglant ainsi la pension de leurs filles. Formule appréciée en ces temps de guerre. Le 16 juillet 1942, l'église Saint-Pierre-Fourier est érigée en paroisse. Monsieur l'abbé Camus est nommé curé. Les œuvres s'organisent. Sœur Marie-Pierre quitte la direction de la Florida pour en assumer une large part. Les colonies de vacances reprennent durant l'été. Mais voici que s'intensifient les bombardements nocturnes. Villeneuve-Saint-Georges, Orly, Juvisy sont particulièrement visés. À défaut de caves, on cherche abri à la chapelle ou dans les sous-sols de la Florida, où prières et chants étouffent l'éclatement des bombes. Il est encore ainsi durant l'été 1944, celui de la libération, au bruit des canons puis des chars alliés défilant à proximité. C'est enfin l'explosion de joie du 8 mai 1945, le Te Deum et le Magnificat à la chapelle, suivi du rassemblement sur la pelouse où l'UMA est dressé. Les couleurs montent au chant de l'hymne national avant le départ pour 3 jours de vacances extraordinaires en vue de participer à la liesse générale. La rentrée de septembre 1945 pose encore une fois le problème du logement. En attendant les nouvelles constructions qui s'avèrent indispensables, une partie de la propriété voisine, la Fraisière, baptisée Notre-Dame de la Route rue de Montgeron, est louée pendant 3 ans. Un groupe d'élèves s'y rend chaque soir. Dès 1946 commence la construction du bâtiment rose qui n'ouvre ses portes qu'à la rentrée 1948-1949. 1947 est l'année de la béatification d'Alix Leclerc, fondatrice de la congrégation Notre-Dame. Du 29 avril au 8 mai, 158 personnes de Brunois participent aux cérémonies romaines. Voyage inoubliable d'une grande richesse culturelle et religieuse. En octobre 1951, c'est la mise en place des méthodes actives. Il s'agit, par un travail individualisé, de susciter l'effort personnel de l'élève. Celle-ci reçoit une échéance qu'elle doit mener à bien au cours de la quinzaine. Le travail silencieux du matin s'effectue à l'aide de fiches graduées dans des salles spécialisées pour chaque matière, où le professeur se tient en permanence pour guider et contrôler. L'après-midi est consacré aux activités sportives et artistiques, aux travaux pratiques de sciences puis aux exposés des professeurs, c'est-à-dire à des cours allégés de tout contrôle de travail. Ces méthodes seront appliquées jusqu'aux années 60, où les exigences des contrats, jointes au nombre croissant des élèves, surtout externes, les rendront impraticables.
Les sports se développent. L'élan est donné dès la rentrée 47 sur le terrain remis en état. Les différentes équipes participent au triathlon et championnats nationaux. C'est le début des succès de la Rafale, célèbre association sportive. En 1956, le gymnase s'élève sur l'emplacement de l'ancien tennis. Les activités manuelles et artistiques sont à l'honneur. Des ateliers à l'installation modeste sortent des chefs-d'œuvre suscités par le sens artistique de sœur Antoinette Marie-Jopitre. C'est aussi l'ère des grandes kermesses d'été centrées sur un thème et s'achevant par une fête de nuit mise en scène par sœur Marie-Florence. Fondation du cours commercial en 1947 dans les locaux de l'école Notre-Dame, première esquisse de l'actuel lycée commercial. Le centre Lyoté, sous la direction de mère Marie-Madeleine Prosper, le nombre des élèves atteint et dépasse la centaine. Les grands couturiers parisiens viennent y recruter leur personnel. Des expositions de travaux réalisés avec un goût parfait, dans un décor variant, avec les années obtiennent un succès mérité. Les colonies ont repris à Saint-Pierre-Église, à Lourdes, au Grand Bornand et à partir de 1948 à Montvalaisan-sur-Cèze. Dès 1960 apparaissent les signes précurseurs des mutations prochaines. Les contrats avec l'éducation nationale obligent à aligner horaires et méthodes sur ceux de l'enseignement public. Simultanément, Brunoy et ses environs s'urbanisent de plus en plus. Deux ensembles, la résidence du Petit Château, puis celle de la Pyramide, s'édifient à proximité de Saint-Pierre. On parle de l'aménagement prochain du Val d'Hier, sur les communes d'Épinay-sous-Sénart et de Boussy-Saint-Antoine. Les demandes d'inscription ne cessent d'augmenter, surtout à l'école Notre-Dame, trop petite pour les satisfaire, et dont les locaux répondent mal aux exigences des contrats. D'autre part, il semble inutile de conserver plus longtemps deux enseignements primaires de même niveau. On décide de les unifier en transférant les classes de Notre-Dame sur le terrain rue de Montgeron, dans un bâtiment préfabriqué, élevé à la limite du terrain de sport et du jardin potager. Au CEAF, pour répondre aux orientations proposées par loi et décret de 1960, la section se transforme sur le modèle des nouveaux lycées agricoles pour la préparation du brevet de technicien agricole. En septembre 1976, l'établissement est transféré à Minières, non loin de Chartres, en plein pays rural, site mieux adapté à ce type d'enseignement. Les activités paroissiales se poursuivent en s'adaptant à l'évolution. L'ouverture se veut plus grande vers l'extérieur. La collaboration avec les familles des élèves se resserre, les cercles des parents ont des débuts prometteurs. La grande salle, ainsi désigne-t-on le gymnase, bénite solennellement par Monseigneur Renard, évêque de Versailles, est le lieu des rassemblements de la maison. On y célèbre la messe des dimanches et jours de fête. La grande cloison mobile découvre alors l'autel et les vitraux provenant des ateliers de Monsieur Loire, kermesse, jeux scéniques et matchs s'y déroulent. L'Essonne prend son autonomie et se trouve en tête des départements français pour la croissance de sa population. La partie nord, où se trouve Brunoy, est une zone d'urbanisation intense. Ces facteurs vont déterminer l'évolution de l'école pendant cette période. Pour adapter le complexe scolaire de Saint-Pierre, avec ses options éducatives et son choix d'orientation, au rythme des changements environnants, il faudra plusieurs années de réflexion, de solutions provisoires et combien précaires. Tel le transport des repas, à bord d'un triporteur Vespa, de la cuisine aux anciennes classes de Notre-Dame, rue Claude Monet, transformée en réfectoire de fortune. Le nombre de classes primaires devient très insuffisant. Par ailleurs, se pose la question de l'habitat des sœurs. Pour faire place aux élèves, elles se sont retirées progressivement des parties les plus spacieuses qu'elles occupaient dans la maison. Il paraît urgent d'envisager pour l'avenir des locaux plus adaptés à la vie de personnes qui avancent son âge. En 1970, la nécessité de construire devient évidente et il apparaît que la seule réserve capable de faire face au financement est le parc de 14 hectares. Conserver celui-ci dans son intégrité conduirait à renoncer, faute de moyens, à toute construction et à compromettre la mission éducatrice de l'école auprès de la foule des jeunes qui se pressent à ses portes. La décision est donc prise d'en céder la moitié aux promoteurs des demeures de Brunoy. En échange, 2 bâtiments scolaires seront fournis, primaire et collège, ainsi que la possibilité de construire une maison pour les sœurs. En janvier 1973, le primaire occupe ses nouvelles classes. En septembre de la même année, le secondaire s'installe dans les siennes. La communauté, à la même époque,
poursuit son évolution. Elle a formé des groupes de vie fraternelle ou fraternité aux genres de vie un peu différents. À la fin de l'été 1973, la communauté quitte le bâtiment scolaire et s'installe à la Nouvelle Florida, ainsi dénommée en souvenir de la propriété vendue. La communauté des sœurs passe progressivement la direction de l'établissement scolaire aux laïcs. En juin 1990, sœur Pascale-Thérèse Mangin confie la direction de l'établissement à M. Claudio Vaccari. Depuis cette date, la communauté éducative de Saint-Pierre est rentrée dans une nouvelle phase de son histoire. Introduction de la mixité avec l'accueil des garçons en 1982 à la demande des parents et des éducateurs suite à la fermeture de l'internat en 1981. La mise en place au primaire et au collège de classes adaptées aux élèves en difficulté. Au secondaire, ouverture à la technologie et à l'informatique. Au lycée technologique, mutation des formations ouvertes aux jeunes après la création de la section hôtelière en 1982. Au commercial, c'est l'adaptation continue aux nouvelles techniques de la profession. Bureautique, informatique et la mise en place d'un enseignement post-bac avec l'ouverture de plusieurs BTS. Ouverture de la formation permanente. Depuis 1988, le CEFOP Saint-Pierre fonctionne à la satisfaction de ses partenaires et de ses stagiaires dont un grand nombre arrivent et s'insérer ou se réinsérer dans le monde du travail. Construction du lycée hôtelier dans le Petit Bois, inauguré en 1987 par M. Alain Poher, président du Sénat. En 1987, la nouvelle roseraie dispose de 6 laboratoires de sciences et 2 ateliers de technologie. En novembre 1991, dans le jardin de Saint-Joseph, un lycée commercial tout neuf et fonctionnel accueille ses élèves, jusqu'à la resserrer dans le bâtiment central. En 1994, le nouveau gymnase voit le jour. Le lycée technologique obtient le label Lycée des métiers, communication, mercatique, gestion, hôtellerie, restauration, tourisme en 2008. La chapelle Notre-Dame, édifiée en 2009, offre un lieu moderne et chaleureux pour la communauté chrétienne, mais également pour l'ensemble élèves et adultes de l'Institut. Le nouveau lycée général, lui, s'ouvre en avril 2013 et permet à tous de travailler dans un lieu exceptionnel. En janvier 2017 a lieu l'inauguration des nouveaux laboratoires, ainsi que du nouveau préau des collégiens à l'emplacement de la roseraie. Ainsi la vie continue, que tous ceux qui la font puissent poursuivre la route avec courage et lucidité. Osons l'espérance, à l'écoute de Pierre Fourier, souvent pour faire de bons coups, en l'ouvrage de Dieu, il faut hasarder quelque chose. Sœur Marie-Christiane Huby, d'après les annales de l'Institut Saint-Pierre et les archives de la Congrégation Notre-Dame.